Bonsoir. Je vous propose un petit voyage en 2 temps. Dans un premier temps, on va visiter la ville d'aujourd'hui, découvrir ses faces cachées, afin de prendre compte de l'ampleur des problèmes qu'on rencontre et surtout du degré d'aggravation si on n'intervient pas collectivement et rapidement. Ensuite, dans un deuxième temps, on va changer d'espace. On va aller dans le domaine de la technologie. Dans le domaine de la ville intelligente, on en parle de plus en plus. Pour voir en quoi consiste cette technologie. Essayer de ramener cette technologie petit à petit vers la ville pour voir comment cette technologie peut apporter des réponses importantes afin de construire la ville de demain, la ville qu'on veut pour nos enfants et pour la nouvelle génération. Commençons donc par la première partie de voyage. La ville aujourd'hui concentre une partie importante de la population. On est déjà à 50%, bientôt on sera à 70% à l'échelle mondiale. En France et dans les pays développés, on est déjà à 85%. Avec cette concentration de la population, les villes ont grandi, ils sont passés dans des métropoles à 1 million, 5 millions, 10 millions, 20 millions, et aujourd'hui on a des métropoles qui sont à plus de 30 millions. Tokyo aujourd'hui, c'est 35 millions d'habitants. Et en perspective, on parle déjà des villes ou des métropoles à plus de 50 millions d'habitants. Afin de prendre conscience de ce que ça veut dire ce chiffre, on peut fermer un peu les yeux. Imaginez toute la France condensée dans une seule ville avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer pour assurer les services de base au niveau de la ville. On peut encore rester un peu, voir que la ville de demain elle va changer de paysage. Aujourd'hui, dans la ville, un citoyen sur 5 a plus de 65 ans. Et bientôt, on sera 1 sur 3. Et dans d'autres pays, la situation sera encore plus contrastée. C'est-à-dire que le paysage de la ville demain, ce n'est pas seulement une ville intense, c'est une ville qui également va être occupée par la population qui va changer complètement de paysage. Quand on parle de la ville, le plus important, c'est le cadre de vie. Qu'est-ce qu'on entend par le cadre de vie? Bien sûr, la qualité de logement, les infrastructures, la qualité de l'air, l'environnement, les services, l'accès à la santé, à l'éducation, aux activités culturelles sont des aspects qui sont très très importants, mais également la qualité des liens qu'on a avec la société, la qualité des liens sociaux, et également dans quelle mesure on participe à la gouvernance de la ville. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, avec cette croissance très très rapide de la ville, on a du mal à assurer un cadre de vie correct pour l'ensemble de la population. Très souvent, on fait une petite confusion. On va aller dans une ville, regarder le centre, dire tiens, c'est pas mal, c'est bien, il y a un bon cadre de vie. Mais on oublie qu'avant d'arriver au centre, on a traversé des quartiers qui sont dans des situations qui sont beaucoup moins favorisées. Parfois, carrément des bidonvilles. Dans la ville de Rio, 30% de la population vit dans des bidonvilles. Et qu'on le veuille ou non, cette partie de la population, elle fait partie de la ville. Donc, quand on pense au cadre de vie, il faudra aussi qu'on pense au cadre de vie pour l'ensemble de la population de la ville. Prenons quelques exemples. La qualité de l'air aujourd'hui dans la ville, l'année dernière, la pollution de l'air, elle a tué 2 millions d'habitants. Là, je ne parle que de la pollution de l'air. On peut parler également de la pollution des sites industriels qui comptent par des centaines de milliers, qui ont contaminé le sol et les ressources en eau, qui causent également des morts chaque année. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on regarde au niveau de la ville, on parle beaucoup de la consommation d'énergie. La ville, aujourd'hui, consomme près de 70% de l'énergie au niveau mondial. Et en consommant cette énergie, on émet du gaz à effet de serre. 80% du gaz, il est émis dans la ville. Avec aujourd'hui, il y a un consensus comme quoi ce gaz il est à l'origine du changement climatique. Tous les épisodes qu'on connaît aujourd'hui, inondations, canicules, sécheresse, c'est que l'expression, en quelque sorte, de ce changement climatique. Et le réchauffement climatique également, la remontée des niveaux de la mer qui aujourd'hui menace carrément des territoires
on envisage d'ores et déjà des réfugiés de climat. Si on veut intervenir là-dessus, c'est important de voir là où on consomme l'énergie. Là, vous avez deux exemples, Paris et Londres. On voit que le premier poste de consommation, c'est les bâtiments. Le deuxième, c'est le transport. Le troisième, c'est l'industrie. On va essayer d'analyser de plus près ces postes. On sait qu'aujourd'hui, la qualité des bâtiments, elle est codifiée. En A, ce sont des bâtiments qui consomment peu d'énergie. Ordre de grandeur, c'est 50 kWh par mètre carré par an. Après, ça se dégrade jusqu'à G. On est à 450. Le rapport il est de l'ordre de 10. Où est-ce qu'on se trouve en France? En France, aujourd'hui, 80% de nos bâtiments, de nos constructions sont entre le D et le G. Et l'objectif, c'est d'amener ces bâtiments à la catégorie A. Malheureusement, ça nécessite beaucoup d'investissements. Ce qu'on pourra faire éventuellement, c'est faire des petits gestes. Uniquement allumer là où on a besoin, chauffer là où on a besoin et quand on a besoin. Avec ces petits gestes, on peut déjà faire pas mal d'économies. On va voir que la technologie va nous aider dans ce sens-là. Deuxième problème important dans la ville, c'est la question de transport. C'est notre problème quotidien. Tous les matins, on passe beaucoup de temps dans les embouteillages. La même chose le soir. Et dès qu'il y a un petit accident, il faut voir qu'à Lille, sur un trajet d'1 heure, on passe 30 minutes dans les embouteillages. Dans d'autres villes, Marseille et Paris, on passe beaucoup plus de temps, 45 minutes. Le problème, c'est qu'on perd du temps. En même temps, le moteur tourne, on consomme de l'énergie et on pollue l'air. Prenons un exemple. On avait la ville de Stockholm qui avait des véritables problèmes de transport, beaucoup de congestion tous les jours. Ce qu'ils ont essayé de faire, entourer la ville par des systèmes de parking, un système de transport en commun et un système de péage que vous voyez ici devant vous, qui détecte automatiquement l'entrée des véhicules et elle applique un péage très fort aux heures de pointe. Le résultat, rien qu'en un an, 18% de réduction dans le domaine de transport, presque autant de CO2. La ville de Stockholm aujourd'hui respire bien, on peut circuler bien. Ce type d'expérimentation est assez important. Mais quand on va un peu plus loin, le problème de transport il a toute une autre dimension. Regardez là, c'est un exemple d'un pays en Asie. Le problème de transport là-bas aujourd'hui, c'est une question, je dirais, de survie. Quand le matin on part pour aller au travail, on n'est pas certain, c'est pas seulement de rentrer à l'heure, mais de pouvoir rentrer parce que tous les jours il y a des morts et des blessés dans ce type de transport. Et on se pose la question pourquoi il faut tous les jours transporter autant de masse, autant de personnes pour aller au travail. Pourquoi on ne peut pas s'organiser autrement en rapprochant le lieu de travail des lieux d'habitation. Une autre question qui est importante quand on parle de la ville, c'est les questions des réseaux. La ville, c'est comme un système vivant. Dans le corps humain, on a des veines qui transportent le sang, l'oxygène, la nutrition. Dans la ville, ce sont les réseaux urbains qui transportent l'énergie, l'eau, l'information. Pour vous donner une ordre de grandeur, en France, les réseaux d'eau, c'est 900 000 km. C'est 900 fois la distance entre Lille et Marseille. On a autant aussi pour le gaz. Et l'état de santé de la ville dépend beaucoup de l'état de santé des réseaux. Et aujourd'hui, on a beaucoup de villes qui sont malades parce qu'elles n'ont pas assez de réseaux urbains, elles sont mal équipées. 1 milliard de la population mondiale n'a pas accès à l'eau. 2,5 milliards, c'est presque le tiers de la population, n'a pas accès aux services d'assainissement. Et dans les pays les plus développés, on a un véritable réseau. Ça a été construit depuis pas mal de temps, 150 ans. On ne connaît même pas leur état. Donc il y a un véritable problème aussi au niveau de ces réseaux urbains. Pour essayer de résumer, la ville aujourd'hui connaît une véritable crise de croissance. Le patrimoine, que ce soit les constructions, les infrastructures, sont insuffisants. Et il y a aussi une question d'exigence de citoyens. Ils souhaitent partager la richesse. Bien sûr, ils souhaitent aussi partager la gouvernance. Le chantier qu'on a, c'est toute une transformation. Transformer la ville dans une ville qui est éco-responsable, responsable par rapport aux citoyens et surtout pour la future génération. Cette transformation, elle est colossale. Ça intervient malheureusement dans une situation de crise financière qui bloque beaucoup cette transformation. On a une opportunité, c'est la nouvelle technologie. Donc, si je commence la deuxième partie de voyage pour voir en quoi consiste cette nouvelle technologie. Quelque chose qu'on connaît, qu'on vit, cette révolution de l'Internet et de téléphones portables,
la mise en place des réseaux, ça a transformé complètement notre vie. On est aujourd'hui connecté à centaines de kilomètres, voire à milliers de kilomètres, avec des amis, avec de la famille, avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui partagent un centre d'intérêt. Deuxième changement qui est important, c'est ce qu'on appelle les capteurs intelligents. Avant, pour mesurer la température ou l'humidité, on avait besoin de ce type d'appareil. Et pour contrôler les équipements, on avait besoin de ce type d'appareil. Aujourd'hui, la technologie, elle a complètement changé. On peut faire des mesures à distance. Et ces appareils qu'on appelle les capteurs intelligents vont nous communiquer ces mesures. On peut aussi agir à distance pour contrôler des équipements. Et ça, on peut l'automatiser. Prenons ces équipements, on va retourner au niveau de la ville. Prendre l'ensemble des réseaux, on va les équiper avec ce type de capteurs. L'intérêt, plus on va le mettre en réseau, comme les réseaux sociaux. L'intérêt, c'est qu'on va connaître en temps réel ce qui se passe dans les réseaux. On peut intervenir quand il y a une anomalie. On peut beaucoup mieux gérer, produire l'énergie dont on a besoin et s'adapter à la consommation aussi aux contraintes de l'énergie. Donc c'est quelque chose qui est assez important en termes de développement. Et le plus important, c'est le citoyen, qu'il est au cœur, bien sûr, de ce dispositif avec qui on peut communiquer. Je dirais que c'est le capteur le plus important, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour le citoyen, on peut savoir comment il réagit, ce qu'il veut exactement. Et si on va aller un peu plus loin dans la ville, on a d'autres acteurs. On a bien sûr les collectivités, on a les bailleurs sociaux, on a les associations des quartiers, on a les opérateurs d'eau et d'énergie, on a besoin de tout le monde pour une véritable transformation de la ville. Et on a ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et c'est ça, aujourd'hui, qui constitue la ville intelligente. Ce n'est pas uniquement dans les objets, c'est l'intelligence qu'on va mettre également autour des citoyens et autour de l'ensemble des opérateurs. Est-ce que c'est facile? Bien sûr que non. Je dis, quand on va transformer cette technologie sur une ville, c'est un chantier immense. On n'a pas de retour d'expérience. Les cultures dans le domaine de l'eau, de l'énergie ne sont pas les mêmes, elles sont très différentes. On a beaucoup d'acteurs. Donc c'est assez compliqué, surtout on n'a pas de retour d'expérience. Pour avancer, ce qu'on peut faire, c'est faire une expérimentation à grande échelle, à l'échelle d'une petite ville, dans laquelle on va tester toutes ces technologies. Ensuite, riche de cette technologie, on peut revenir au niveau de la ville. Ce que je vais essayer de vous présenter, c'est une expérimentation dans ce sens-là, qui ne se passe pas loin d'ici, à Villeneuve d'Ascq. L'objectif étant d'expérimenter un campus universitaire qui est une véritable petite ville, 25 000 usagers. Et le couleur que vous avez ici, désigne l'usage. On a des résidences universitaires, on a des bâtiments d'enseignement, de recherche, de loisirs. Donc il y a toute une variété de bâtiments. Et également, c'est un lieu de vie. On ne vient pas seulement pour étudier, on fait de la recherche, on a une activité également sportive et associative. Donc il y a aussi toute une variété. Et on a l'ensemble des réseaux urbains qu'on voit ici. L'objectif étant d'instrumenter cet ensemble-là, les réseaux, également les bâtiments, et mettre autour de ça un véritable réseau social pour construire un modèle de ce qu'il peut être la ville intelligente. L'objectif étant d'utiliser cette technologie et l'intelligence collective pour construire un campus qui est éco-responsable, qui consomme le moins possible. Avec les économies, on va améliorer le cadre de vie sur le campus. Responsable par rapport aux citoyens, par rapport aux usagers, c'est quelque chose également qui est assez important. Il faudra les associer dans la gestion du campus. On est sur le campus, on a besoin de beaucoup d'innovation. On a de la chance de travailler avec beaucoup de partenaires, qu'ils soient dans le domaine privé, dans le domaine public. Donc, ce qu'on souhaite également, c'est développer ces innovations pour la ville intelligente et faire de cette ville un véritable lieu, un véritable laboratoire d'apprentissage où les étudiants vont faire leurs travaux pratiques et les étudiants vont venir de partout dans le monde avec les chercheurs pour justement voir comment elle peut être une ville intelligente, comment on peut la développer. Et le plus important, c'est de développer ce retour d'expérience vers la ville. Pour conclure, dire qu'il est vraiment urgent d'agir pour la ville. On voit que la situation est déjà très grave. Si on ne fait rien, ça va encore s'aggraver. On a une opportunité, cette nouvelle technologie, mais attention, quand on parle de la ville intelligente, on oublie quelque chose d'assez important, c'est l'usager et l'ensemble des acteurs. L'intelligence collective, c'est un élément essentiel si on veut réussir le projet urbain. Aucun projet urbain ne peut réussir si on n'implique pas le citoyen et les autres acteurs de la ville. L'expérimentation qu'on mène au niveau de l'université, c'est une belle expérimentation. On aura déjà un retour d'expérience, mais elle n'est pas suffisante. Ce qu'il faudra, c'est qu'on multiplie
ce type d'expérimentation. Il faudra le faire un peu partout parce qu'on a besoin de ce retour d'expérience. Et l'essentiel, c'est qu'on partage ce retour pour qu'effectivement qu'on retourne au niveau de la ville et qu'on construise tous ensemble la ville de demain, la ville qu'on veut pour nos enfants, qui constitue une véritable renaissance de la ville. Je vous remercie.